Donc bonjour à toutes et à tous. On va attendre quelques minutes de laisser rentrer les participants et on va commencer d'ici 3 4 minutes. Et bienvenue donc au troisième webinaire de cette série de 6 webinaires sur les enjeux agricoles et alimentaires en Méditerranée. Donc on est sur le troisième épisode qui est lutter contre le gaspillage alimentaire. Et on va passer 1 heure et demie ensemble jusqu'à 5 heures et demie. Vous pouvez d'ores et déjà vous renommer, mettre votre nom, votre prénom et votre structure. Ça permet de mieux visualiser qui sont les participants. Vous pouvez aussi vous présenter dans le chat. Donc, votre structure, votre initiative, ça permet aussi de savoir qui est là. Et vous avez une interprétation en arabe, français ou anglais. Donc, vous cliquez sur le petit globe en bas. Et vous choisissez la langue qui vous convient. Et donc pendant le webinaire, on fera une pause pour permettre aux interprètes de se reposer quelques minutes, vu que c'est une interprétation en direct. Et donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent, si vous pouvez mettre votre nom, prénom, vous renommer et mettre le nom de votre structure, ça permet de savoir qui est là, parce qu'on est dans un webinaire dont un des objectifs est d'échanger et de faciliter l'interconnaissance. Donc, n'hésitez pas aussi dans le chat à vous présenter et à présenter votre initiative. Et on va commencer d'ici quelques minutes. Pour information aussi, donc, ce webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver ensuite en replay sur notre page, non, sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Let's Food. On va attendre quelques minutes supplémentaires et on va pouvoir démarrer. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous pouvez choisir l'anglais, l'espagnol ou l'arabe parmi les langues. Et vous avez l'option donc d'une interprétation en direct. On remercie nos interprètes. Et n'hésitez pas à vous renommer et à préciser l'initiative ou la structure que vous représentez ou vous présentez dans le chat. Ok, bon, je pense que je l'ai répété 3 fois, on va pouvoir démarrer. Donc bienvenue, on est ensemble jusqu'à 5 heures et demie. On est sur le troisième webinaire d'une série de 6 qu'on a construit en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, la chaire UNESCO Alimentation du Monde et l'association NID. Donc moi, je suis Anna Fauché, directrice et cofondatrice de l'association Let's Food. Euh, Let's Food, qu'est-ce que c'est? C'est une association loi 1901 qu'on a créée en 2017 et qui vise à accompagner les territoires à co-construire des systèmes alimentaires durables et résilients. Donc, on travaille en France, mais aussi à l'étranger, et notamment dans le pourtour méditerranéen. On a 3 axes d'intervention. Donc, on accompagne des collectivités à construire des politiques publiques liées à l'alimentation durable et locale. Donc, on fait aussi de la coopération internationale où l'idée, c'est de faciliter les échanges entre territoires français et étrangers. On a un deuxième axe qui est le recensement d'initiatives et donc on a une plateforme qui s'appelle Let's Food IDs
où là, vous pouvez retrouver des initiatives qui sont portées par des acteurs publics, associatifs, privés, et dont l'objectif est d'inspirer un petit peu les acteurs autour du monde. Donc, elles sont, dans la mesure du possible, traduites en anglais et en espagnol. On fait également des publications sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, la dernière, c'était sur, sur les politiques européennes, les politiques alimentaires locales en Europe. Donc, ça nous permet aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et enfin, le troisième axe, la formation et le renforcement de capacité. Donc, on forme des élus euh, sur les enjeux d'alimentation durable, mais aussi des techniciens de collectivité. Et on intervient beaucoup en université avec l'idée de former les futurs animateurs ou ingénieurs territoriaux qui seront en capacité de porter des politiques alimentaires territoriales. Et donc, c'était l'objet notamment du webinaire numéro 1, si vous souhaitez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, notre équipe aujourd'hui, c'est 5 personnes rapidement, un conseil d'administration et des bénévoles. Donc, on travaille beaucoup avec des bénévoles, notamment sur la plateforme Let's Food Ideas. Donc, Louison, Camille, Anaël et Lana qui constituent l'équipe et Louison qui présentera une introduction sur les enjeux de gaspillage alimentaire. Voilà pour l'équipe. Nos partenaires, donc la chaire UNESCO Alimentation du Monde, l'association NID et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc 3 partenaires qui nous semblaient pertinents pour nous accompagner dans l'identification d'intervenants, mais aussi pour nous aider à sensibiliser, communiquer, parce que c'est des acteurs qui travaillent également sur les enjeux méditerranéens et ou sur la coopération décentralisée. Alors, il y a de nouveaux arrivants, voilà. N'hésitez pas à couper votre micro, mais vous pouvez vous présenter dans le chat afin qu'on sache un peu mieux qui est présent. Et je le répète, vous avez une possibilité d'interprétation en anglais, en arabe et en français. D'ailleurs, merci à Sylvana et à Sophie pour cette interprétation. Euh, donc, nos objectifs en Méditerranée, rapidement, donc l'idée c'est d'accélérer la transition alimentaire en Méditerranée, notamment en soutenant les acteurs engagés et en faisant échanger les acteurs, notamment les financeurs et les porteurs d'initiatives, pour essayer de faciliter le financement de projets, le développement d'écosystèmes sur différents territoires. On peut passer. Comme je disais, donc c'est une série de 6 webinaires. Donc là, on est sur le 14 février. Il y en aura 3 autres. Il y en a un par mois. Donc produire une alimentation locale de qualité le 13 mars, développer les opportunités de marché pour les producteurs locaux le 17 avril et enfin lutter contre la précarité alimentaire le 15 mai. Donc à chaque fois, on essaie d'avoir des initiatives portées par des collectivités et ou des associations euh, à travers la Méditerranée. Donc, on va vous présenter tout à l'heure les intervenants. Le mois dernier, on a eu des initiatives qui venaient de Barcelone, de Milan, ou encore des initiatives françaises. Là, on va partir dans d'autres pays encore. Et rapidement, et ensuite je laisse la parole à ma collègue, 2 définitions afin qu'on parte d'un même socle commun en termes de connaissances. Donc, le système alimentaire local, qu'est-ce qu'on entend par système alimentaire local? Donc, système, c'est bien de la protection des terres agricoles jusqu'à la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec l'enjeu de construire une nouvelle gouvernance avec l'ensemble de ces acteurs. Donc, les terres agricoles, l'idée, c'est de limiter l'artificialisation pour faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs. Donc là, on est en plein dedans, nous, en France, sur ces questions-là. De soutenir l'emploi agricole, mais pas n'importe lequel, bien sûr. Donc, encourager des fermes qui soient extensives, diversifiées et autonomes avec des pratiques en agroécologie. Une fois qu'on a développé l'offre, c'est aussi développer toute la logistique pour lui permettre d'atteindre la demande, donc développer les circuits courts et de proximité,
réadapter la production, donc ça implique aussi de diversifier aussi la production en ceinture de ville, réadapter la production à la consommation, aller vers des productions qui soient mangeables, parce qu'on ne fait pas que ça autour des villes. Accompagner ce qu'on appelle les intermédiaires conscients, donc qui vont rémunérer justement les producteurs, tout en permettant des prix accessibles pour tous. Accompagner les changements de pratiques alimentaires, donc là aussi, c'est comment on travaille sur la demande, comment on accompagne les gens à aller vers une consommation de produits locaux, de saison, sans pesticides, et qui vise également une réduction de la consommation de viande. Lutter contre le gaspillage alimentaire, donc c'est le sujet de notre webinaire aujourd'hui, réduire les gaspillages et les pertes tout au long de la chaîne et valoriser les biodéchets en fin de course. Et enfin, je le disais, donc construire une nouvelle gouvernance qui est une étape assez essentielle et sur laquelle il faut revenir constamment pour permettre à tous, et notamment les citoyens, mais aussi l'ensemble des acteurs qui sont concernés par l'alimentation sur un territoire, de construire, de s'approprier la stratégie alimentaire locale. Une autre définition qui nous tient à cœur, c'est celle de système alimentaire durable. Donc, je vais passer vite, mais on aime beaucoup cette définition qui a été proposée par Nicolas Bricas à partir de définitions proposées par la FAO et Biodiversity International et IPES Food. Donc, qu'est-ce qu'un système alimentaire durable? C'est un système alimentaire qui protège l'environnement et la biodiversité, permet l'accès pour tous à une nourriture suffisante, saine. Euh, Ça appuie sur un système économique donc, qui crée de l'emploi et qui valorise la répartition de la valeur ajoutée, enfin, qui permet une répartition équitable de la valeur ajoutée, favorise la cohésion sociale et la participation de tous pour restaurer notamment la confiance. Vous avez vu, je ne l'ai pas lu directement, mais on vous laisse en prendre connaissance si vous voulez rentrer dans le détail. Voilà pour ces deux définitions qui nous permettent de poser un peu le contexte. Et je vais laisser la parole à Louison Nanson, donc cofondatrice de l'association, qui va vous faire une petite intro sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bonjour, bonjour à tous. En effet, merci Anna. Je vais essayer de donner quelques chiffres et quelques définitions sur le gaspillage et les pertes, enfin le gaspillage alimentaire et les pertes agricoles, et ensuite faire un zoom sur la Méditerranée et notamment le cas de la France, avant de laisser la parole à nos intervenants. Tu peux passer la slide suivante. Donc, quelques définitions pour commencer. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle perte alimentaire? Donc, comment on les distingue du gaspillage alimentaire? Les pertes alimentaires, donc, c'est vraiment la réduction de la quantité ou de la qualité des denrées tout au long de la chaîne de valeur. Tandis que le gaspillage alimentaire, c'est une perte de denrées par choix ou par négligence. Donc, on a un peu un vecteur qui est différent quand on parle de perte ou de gaspillage alimentaire. On distingue également trois types de pertes et de gaspillage alimentaire. Des pertes quantitatives, qualitatives ou économiques. Donc on peut perdre en quantité, on peut perdre en qualité et qui indirectement va avoir un impact sur la quantité de produits perdus. Et enfin, on peut aussi perdre en termes économiques, dans le sens pardon, où la dégradation de la valeur de certains produits, la dégradation physique, j'entends, va entraîner des dégradations de la valeur économique de ces produits-là, qui seront alors vendus à des prix plus bas. Quelques chiffres du gaspillage alimentaire à l'échelle mondiale et ensuite à l'échelle de la Méditerranée. À l'échelle mondiale, on estime que chaque année, un tiers des aliments produits pour la consommation humaine sont gaspillés ou perdus, alors que paradoxalement, on a encore 700 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Donc on a des situations d'insécurité alimentaire grandissantes à l'échelle mondiale, mais aussi de gaspillage alimentaire croissant à l'échelle mondiale. En France, cette quantité représente 150 kilos de nourriture par an et par personne, donc vraiment sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. On le verra juste après
on a certains maillons de la chaîne alimentaire qui sont responsables de plus grands gaspillages alimentaires. Et à l'échelle du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, cette quantité monte à 250 kilos par habitant et par an. Donc à l'échelle de la Méditerranée, c'est un vrai enjeu, et notamment dans les pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Ça représente également une valeur économique très importante, puisque c'est estimé à 60 milliards de dollars qui sont perdus du fait de ce gaspillage alimentaire. Donc, je vous l'indiquais, les maillons enfin, chaque maillon pardon, de la chaîne alimentaire a une responsabilité, a un rôle à jouer dans la réduction du gaspillage alimentaire, mais en fait, chaque maillon pardon, contribue à hauteur, enfin, de manière différente pardon, au gaspillage alimentaire. On observe notamment ici, on a les chiffres pour la France. Ces chiffres-là n'existent pas à l'échelle mondiale ou à l'échelle de la Méditerranée. Donc c'est au moins pour vous donner une idée des tendances. À l'échelle française, on estime que l'étape de la production alimentaire est responsable de 32% des pertes et du gaspillage alimentaire. S'ensuit l'étape de transformation agroalimentaire, donc toutes les activités de préparation, de cuisine, de transformation des produits. Et ensuite, on retrouve l'étape de consommation, qui est responsable de 19% du gaspillage alimentaire. Ce sont tous les produits qui sont jetés à la maison. Et enfin, la restauration, donc les produits qui sont jetés en restauration privée, commerciale, mais aussi en restauration collective, restauration scolaire. Et enfin, la distribution à hauteur de 13%. Donc, quels sont les vecteurs de perte et gaspillage alimentaire? Ils peuvent être variés hein, selon les étapes de la chaîne de valeur. On retrouve des vecteurs plutôt de l'ordre des ravageurs et maladies à l'étape de production qui sont responsables de certaines pertes, de manipulation brutale des produits qui vont dégrader les produits, ensuite écartés de la chaîne de valeur, des emballages défectueux, des conditions de stockage qui ne sont pas optimales, notamment vis-à-vis de la température de stockage, un manque d'accès aux infrastructures réfrigérées sur certains marchés, par exemple, une mauvaise gestion des stocks, que ce soit dans les supermarchés, dans les ménages, à la maison, le retrait de certains produits pour des raisons esthétiques. Donc, nos chaînes de valeur sont faites pour vraiment des produits calibrés. Et donc, les produits qui ne répondent pas à ces critères, ces standards esthétiques sont parfois écartés de la chaîne et finissent dans les poubelles. Et également, ça peut être lié à des habitudes socioculturelles, vraiment d'abondance dans certains pays, associées à une certaine richesse qui implique souvent un gaspillage assez important. Donc ça, ce sont simplement des exemples de causes, il en existerait beaucoup d'autres. Comment lutter contre le gaspillage alimentaire? Donc deux grands types de stratégies. La première, c'est bien sûr essayer d'éviter et de réduire les pertes et gaspillages tout au long de la chaîne. Et la deuxième, c'est revaloriser les déchets alimentaires qui ne peuvent pas être évités, pardon. Donc d'abord, essayer d'éviter et de réduire, c'est la première action à entreprendre. Donc, à chaque échelle, on a différents leviers qu'on peut activer. Changer les méthodes culturelles, adapter les calendriers de récolte. Sur les maillons de transformation et de distribution, on peut jouer sur la gestion des stocks, la planification des commandes pour éviter justement d'avoir des stocks qui ne sont pas vendus, les conditions de stockage, également la flexibilité dans le calibre requis des produits sur la revalorisation des déchets alimentaires qui ne peuvent être évités, proposer différentes solutions. Donc, elles peuvent être de différents ordres. D'abord, le compostage, qui peut être individuel ou collectif, pour produire du compost qui peut ensuite être redistribué à des agriculteurs ou des particuliers. Ou également, la collectivité peut proposer une collecte des déchets alimentaires euh, au même titre que les déchets ménagers pour ensuite être revalorisés sur des plateformes gérées à l'échelle d'un territoire en biogaz ou en énergie pour le chauffage, par exemple. Donc, les déchets deviennent une ressource. Donc, un zoom sur la France qui a mis en place un cadre réglementaire intéressant
pour lutter contre le gaspillage alimentaire et encourager les collectivités à mettre en place des solutions de revalorisation. Euh, et aussi mettre en avant tout de même un certain paradoxe qui est représenté pardon, par en effet différentes lois qui sont parfois contradictoires. C'est-à-dire qu'on a différents dispositifs publics et lois de valorisation des surplus agricoles et de lutte contre le gaspillage qui ont été mis en place, notamment en 1987, 2010, 2016. Chacune de ces lois va encourager, voire jusqu'à l'obligation de certaines entreprises, notamment de distribution alimentaire, à faire don de leur surplus et de leurs invendus à des associations d'aide alimentaire. Donc ça, c'est le cadre notamment fixé par la loi Garot en 2016. Et donc finalement, l'alimentation des personnes les plus précaires, des plus démunies, devient un levier pour l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, leur permettant de s'engager dans une économie circulaire en valorisant les surplus d'un modèle productiviste. C'est aussi un moyen pour ces entreprises de défiscaliser, c'est-à-dire que les dons alimentaires qu'elles peuvent faire aux associations d'aide alimentaire vont être défiscalisés. Donc c'est aussi avantageux finalement d'un côté pour ces entreprises-là. Ça leur permet aussi d'écouler des produits qui, sans cette option, deviendraient rapidement des déchets à gérer pour l'entreprise. Donc finalement, la charge de gestion de ces déchets-là est remise et reportée sur les associations. Donc paradoxalement, on a à la fois des politiques de lutte, pardon, contre le gaspillage alimentaire, qui sont bien sûr à renforcer, mais qui aujourd'hui mettent en difficulté les associations d'aide alimentaire qui dépendent énormément des dons qui sont faits par les entreprises de la distribution, de l'industrie agroalimentaire. Donc c'est un peu le paradoxe aujourd'hui des dispositifs nationaux et de cette dépendance. Encore sur la France, qui a mis aussi en place un cadre réglementaire pour encourager la valorisation des déchets alimentaires qui ne peuvent pas être évités, pardon. C'est un cadre qui oblige les producteurs de déchets à proposer des solutions de valorisation, de recyclage en biogaz ou en compost. Donc ici, vous voyez un calendrier un peu de la mise en place de cette mesure. Donc depuis le 1er janvier 2024, tous les producteurs de biodéchets ont dans l'obligation de revaloriser ces déchets-là, de les recycler d'une manière ou d'une autre. Donc ça passe souvent, comme je l'ai indiqué, soit par un compostage qui est fait de manière individuelle ou collective, soit par une collecte qui est réalisée par la collectivité. Donc c'est un cadre intéressant qui permet aux collectivités de mettre en place des actions qui vont, in fine, être bénéfiques aussi pour les producteurs locaux qui peuvent bénéficier de compost et également certains quartiers aujourd'hui qui peuvent être alimentés par de l'énergie issue du recyclage des déchets. Et j'ai encore juste quelques diapos pour montrer un peu ce qu'il se fait autour de la Méditerranée. Donc, il existe différentes initiatives. Là, j'ai parlé de la France avec un cadre réglementaire qui engage et qui encourage pardon, les collectivités locales à proposer des solutions. Ce n'est pas forcément le cas sur tous les pays méditerranéens où la société civile, les associations, les entreprises s'emparent du sujet pour proposer des solutions. Ici, on a mis en avant quelques exemples. Par exemple, donc, au Maroc, à Casablanca, on a un projet de recherche mené par l'INRA de réduction des pertes post-récolte, donc plutôt sur l'aspect production alimentaire. En France, j'ai déjà parlé des dispositifs publics, mais on a également des entreprises qui se développent pour éventuellement transformer les invendus alimentaires en produits de type conserve qui peuvent du coup être préservés, conservés pendant plus longtemps. En Croatie, on a une initiative également de la municipalité qui fait une collecte séparée des biodéchets.
qui a mis en place un plan d'action de gestion pardon, des déchets alimentaires. Au Liban, on a également une entreprise qui se charge de la collecte et du compostage de déchets alimentaires, de la vente de ce compost aux agriculteurs. En Turquie, à İzmir, qui est une ville on a pu étudier, la municipalité a mis en place un projet de compostage des déchets des professionnels de la distribution et une revente distribution aux producteurs locaux de ce compost. Et enfin, un dernier exemple, c'est l'Italie, avec la province de Sienne, qui a euh, réfléchi au menu pardon, dans les restaurations scolaires pour essayer de limiter le gaspillage alimentaire et a mis en place aussi des actions de sensibilisation des enfants contre le gaspillage alimentaire. Donc voilà, ça c'était vraiment... Pardon, Anna, vas-y. J'avais fini pour cette introduction. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Louison. Je vois qu'il y en a beaucoup qui se sont déjà présentés dans le chat, mais vous pouvez encore le faire, vous renommer et présenter votre initiative. Et on va faire une petite pause pour les interprètes. On prend encore 3 minutes et on reprend avec les intervenants. Ok, bon, je vous propose de reprendre. Euh, donc, merci beaucoup à nos intervenants. Donc, cette fois-ci, normalement, on va partir en Jordanie. Alors, le docteur Marvat n'est pas présente encore, donc on espère qu'elle nous rejoindra sur la fin. En France et ensuite en Albanie, avec le docteur Mervat, Madame Melissa Canan et Monsieur Luis Deliu qui va nous présenter l'exemple de la banque alimentaire en Albanie. Et je vais leur laisser la parole tout de suite.
et je vais laisser la parole à Mélissa Canan. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je me présente Meïssa Kanan, je suis enseignante et enseignante à l'université de Tizi Ouzou et présidente de l'association de compostage et de recyclage. Donc, je vais vous présenter une part de notre travail qu'on fait ici dans notre région. Donc, l'intitulé de la présentation est la mise en place des nouveaux schémas de gestion des déchets ménagers assimilés dans des établissements scolaires de la wilaya de Tizi Ouzou. Donc, wilaya qui veut dire un peu département ou région. Le plan de la présentation se déroulera comme suit. On commencera par la problématique, puis on enchaînera avec les objectifs, la méthodologie, les résultats et on finira par une petite conclusion. Donc, il faut savoir que chaque année, plus de 200 000 déchets sont générés chaque année par les établissements scolaires. Et ces derniers sont essentiellement organiques, donc plus de 80% de ces déchets sont organiques et la principale cause est notamment la qualité du repas qui est, on va dire, médiocre. Ces derniers sont acheminés vers les CET, donc les centres d'enfouissement technique de la région. Ces déchets organiques sont responsables de beaucoup de nuisances et de pollution, donc par la libération des lexivia et la production des lexivia, pardon, et la libération des gaz à effet de serre. Donc, les principaux objectifs de notre association sont de sensibiliser et d'accompagner tous les acteurs des établissements scolaires vers le tri et le compostage des déchets. Ensuite, on procède à une caractérisation quantitative et typologique des déchets. Et enfin, on valorise in situ les déchets organiques par compostage et on crée en fait une activité extrascolaire pour les élèves. Donc, je vous présente un peu la région d'études. Comme vous le voyez, l'Algérie, c'est un pays très vaste. Ce qui est en rouge, donc, c'est la région de Tizi Ouzou. Et puis, en couleur, c'est en fait toutes les régions où nous avons travaillé. Donc, nous avons sensibilisé les employés et les élèves des primaires, des collèges et des lycées au niveau des classes, puis au niveau de la cantine. Donc là, c'est un peu des photos qui illustrent un peu toutes les campagnes de sensibilisation que nous faisons. Donc là, sur cette photo, on voit l'initiation des élèves au compostage. Parce qu'en fait, on forme les élèves et c'est eux qui suivent les paramètres du compostage afin de produire en fait le compost. Donc là, enfin, voilà, c'est juste des photos qui illustrent en fait toutes nos activités au niveau des écoles et puis voilà. Donc, la deuxième étape consiste à identifier, en fait, à caractériser. Donc, une fois que les déchets sont triés, on prend la fraction organique. Donc, le slide suivant. On prend la fraction organique qui sont donc les restes de repas et les épluchures des fruits et des légumes. On les met au niveau des composteurs. Donc, en fait, on a deux cas de figure. Parfois, quand on a les moyens de mettre en place des composteurs, on met les déchets dans des composteurs ou sinon, on procède au compostage en tas. Donc, pour l'idée est de valoriser déchet par déchet. Donc là, on utilise les déchets organiques et comme fraction sèche, soit de la sciure de bois ou sinon du grignon d'olive. Des cartons, par contre, les résultats n'étaient pas satisfaisants à cause du colmatage de ces derniers. Du coup, on a rajouté à ça des grignons d'olive, de la sciure de bois, pardon. Donc là, c'est une photo qui illustre le compostage en tas. Parfois, on n'a pas forcément les moyens de les mettre dans des composteurs. Et les composteurs sont utilisés à partir de palettes usagées. Donc, l'idée est de vraiment valoriser déchet par déchet et ne pas dépenser des sommes faramineuses dans ça. Donc, dans les résultats, on voit très bien la diminution de la taille des déchets et la transformation de ces derniers en compost. Donc, on constate, pardon, la couleur brune des déchets. Et nous avons par la suite analysé nos échantillons dans un laboratoire allemand qui nous ont montré qu'en fait, c'est des résultats extrêmement satisfaisants. Donc là, bien sûr, parce qu'en fait, le travail, il a été fait à l'université. Donc, on a pris les
On a pris un peu toutes les mesures qui consistent, enfin la température, le pH et tout, mais ça, c'est juste des slides pour vous montrer que les résultats étaient complètement satisfaisants. Donc, comme on a dit, la qualité des repas, comme elle est médiocre, donc il y a des quantités impressionnantes, donc environ 1400 kilos sont générés par semaine et soit un ratio de 0,3 par élève et employé des établissements. Donc, la valorisation des déchets organiques par compostage est le traitement le plus adéquat. Donc, c'est le moins onéreux et le plus écologique. Et le compostage, en fait, permet de valoriser in situ la fraction, les déchets organiques sans avoir recours à l'enfouissement. Et en plus de ça, ça fait en fait une activité extrascolaire pour les élèves, sachant qu'en fait, ils n'ont pas forcément, les établissements scolaires n'ont pas forcément les moyens en fait de mettre en place des activités. Donc, nous proposons cela et nous préconisons pardon, le compostage pour ça. Donc, ben, je vous remercie pour votre attention et nous allons finir. Merci beaucoup. On prendra des questions par la suite. Donc, si vous avez des questions pour Mélissa, on pourra prendre des questions par la suite. On va continuer et partir donc en Albanie. Et je laisse la parole à Monsieur Delieu pour nous présenter son initiative. Donc, Louis Delieu est le directeur général de la Banque alimentaire albanaise. Nous sommes à Tirana, la ville principale d'Albanie. Donc, cette banque alimentaire se fonde sur deux principes euh, principaux. L'article, l'article 25.1 sur l'alimentation de tous de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le deuxième principe, c'est l'objectif de développement durable 12.3 de l'agenda 2030 des Nations Unies, qui vise à réduire de moitié à l'échelle mondiale le volume des déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et de réduire les pertes tout tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement. Alors, je vous fais une petite présentation rapide de la situation en Albanie. L'Albanie est un petit pays avec environ 2 800 000 habitants. Notre économie nationale se base principalement sur la production agroalimentaire et sur le tourisme. J'ai des chiffres qui sont pas forcément officiels, mais on estime que l'agriculture emploie environ 34% de la main-d'œuvre nationale, ce qui représente environ 17% du PIB. La production agricole fait vraiment partie intégrante de notre économie. La- L'Albanie est reconnue pour sa production agricole biologique. En tant que pays, nous exportons beaucoup. En Albanie, nous exportons plutôt plus que d'autres pays. Il y a 2 saisons de récolte, de production dans l'agroalimentaire. D'avril à juillet, nous produisons dans les champs. C'est la première saison. Ensuite vient la seconde période de production de septembre à décembre. C'est une production qui se fait dans les serres. Donc voilà, c'est les informations
principales que je voulais vous transmettre par rapport à notre pays. C'est les périodes, les saisons principales au niveau de la production agricole. Voici le paysage socio-économique de l'Albanie. 58,5% du budget des ménages est consacré à l'alimentation. Ça signifie que notre économie ne va pas très bien. Parfois, pour les familles dans le besoin, il arrive que 80% des ressources de la famille soient dépensées dans l'alimentation. Donc, sur un budget familial, c'est vraiment important. Alors, les chiffres officiels nous annoncent que 22% de la population est menacée de pauvreté. Mais je pense que en réalité, les chiffres sont plus élevés. Dans ce contexte, nous avons décidé de mettre en place un projet parce que nous sommes une nation qui produit énormément de fruits et légumes. Donc, vu qu'il y a un manque de nourriture pour la population albanaise, nous, nous avons décidé de chercher une solution pour les Albanais. Il y a plus de 10 ans qu'on a commencé à travailler dans ce contexte, mais je voudrais vous parler du projet Fresh Food ou Nourriture Fraîche qui a démarré comme un projet pilote en 2017. Les premiers dons que nous avons reçus de la part du secteur agroalimentaire, c'était juste 3 cajots de 36 kilos de kiwis. Donc c'est comme ça qu'on a démarré avec ce projet. Nous travaillons dans 4 villes principales. Ce sont des villes qui produisent beaucoup de produits alimentaires. Il s'agit de Tirana, Fier, Lăcrământ et Berat. Alors à peu près 50% de la population vit à Tirana, puisque c'est la capitale. Voilà, beaucoup de nourriture transite par Tirana et sa région. Donc c'est important d'avoir un pôle ici. Dans ces 3 autres villes, il y a pas mal d'entreprises aussi et de serres qui produisent spécifiquement des fruits et des légumes. Donc ce projet est vraiment implanté dans ces 4 villes. Voici la photo que vous voyez à droite, c'est les dons qui ont été récoltés la première semaine du projet. Donc en effet, à Tirana, on a une bonne collaboration avec les administrations et les entreprises. Donc on appelle les entreprises à nous donner spécifiquement des produits frais. 40% des pertes alimentaires se produisent au point de vente et chez le consommateur. Donc les Albanais ont un rôle à jouer.
Au niveau national, on a une grande production agricole et donc on essaie de se concentrer sur le gaspillage alimentaire au niveau de ces producteurs, en partenariat avec les entreprises de ce secteur. Nous pouvons compter maintenant une trentaine de partenaires dans l'agroalimentaire albanais. Donc ça peut être des commerces, mais aussi des exportateurs de fruits et légumes. Donc ces dernières années, nous avons essayé d'économiser environ 150 tonnes de fruits et légumes par an. Donc c'est un bon résultat, mais la situation dans l'export de fruits et de légumes est qu'il y a encore beaucoup à faire pour essayer de récupérer des fruits, d'épargner les fruits. Environ 30 à 40% des quantités que nous avons vues dans ce secteur, en fait, on est plus près des 40% de cette nourriture qui devrait partir à l'export qui est gaspillée. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire dans le cadre de ce projet. Alors, les entreprises qui exportent les fruits et légumes, ils vont d'abord chercher ces produits dans les fermes et ils font une sélection. Tout d'abord, ils voient une répartition en fonction de la qualité. La bonne qualité part pour l'export ou les marchés et la moindre qualité est jetée. Donc, c'est ce qu'on veut récupérer, nous, dans notre projet. Le projet cible les produits de deuxième ordre. Donc, nous essayons vraiment de récupérer une bonne partie de ce qui aurait fini par être jeté pour le réutiliser dans notre projet. Donc, nous travaillons avec nos partenaires, nos entreprises partenaires pour récupérer le plus possible. Les bénéficiaires de la nourriture que nous distribuons sont plus d'une vingtaine de soupes populaires, de résidences d'aide sociale et de centres d'aide sociale partout en Albanie. Il y a également plus de 2000 bénéficiaires qui reçoivent un repas chaud quotidiennement. Je voudrais vous parler de deux exemples de réussite de ce projet. Voilà des conséquences concrètes. Premièrement, une soupe populaire qui, au début de leur activité, servait 2 fois par semaine des repas pour 50 personnes. Et grâce à notre projet, ils sont capables de servir maintenant 300 personnes 6 jours par semaine. Donc c'est une belle augmentation. Un autre exemple, une garderie sociale pour les enfants d'âge de l'école maternelle. Ils ont commencé par servir des repas à 20 enfants et grâce à notre projet, cela est monté à 60 enfants. Ça se passe dans un village, dans des villages autour de Tirana.
Donc, ces enfants venaient des familles les plus pauvres de cette euh, région. Donc, ce projet a un coût d'environ 20 000 euros, mais la valeur de la nourriture que nous récoltons, donc les 150 tonnes, c'est 120 000 euros. Voilà, ça correspond aux 150 tonnes de denrées alimentaires par an que nous récupérons. Alors, nos objectifs, les défis à relever pour cette année, c'est de récupérer 200 tonnes de fruits et légumes. Ça, c'est l'objectif. Les défis, c'est de couvrir les coûts du projet. Et puis, on a quelque chose contre lequel on lutte, c'est à propos de la TVA. En effet, en Albanie, les dons alimentaires ne sont pas exemptés de TVA. Donc, c'est très important par rapport à notre relation avec les entreprises. Si les entreprises nous donnent de la nourriture, ils doivent payer la TVA au gouvernement. Alors que si ils jettent de la nourriture qui est périmée, par exemple, eh bien, ils peuvent réclamer le remboursement de la TVA au gouvernement. Donc, ce dispositif ne nous facilite pas la tâche. Si on changeait cette façon d'appliquer la TVA, ça pourrait nous aider à récupérer davantage de nourriture. Donc voilà le résumé de mon projet. J'en ai terminé. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je pense que le docteur Mervat, qui était censé présenter la stratégie de la collectivité de la ville d'Amman, donc la capitale de la Jordanie, n'est pas présente. Euh, donc ça, c'est les aléas du direct. Ce qu'on va faire, c'est que Louison, si tu peux dire un petit mot. Donc, on travaille avec l'Organisation de l'ONU de l'agriculture et de l'alimentation sur un projet de coopération sur une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire entre Amman et Milan. Donc, si tu peux dire un petit mot. Et après, si vous avez des questions, on va prendre des questions et vous pouvez également présenter votre propre initiative. Il y en a beaucoup qui se sont présentés dans le chat, donc on va vous laisser la possibilité d'interagir avec les intervenants et de présenter votre initiative. Oui, en quelques mots, du coup, le projet qu'on anime avec les municipalités de Milan et d'Amman, et notamment le travail d'Amman sur la gestion du gaspillage alimentaire, la réduction, pardon, la stratégie de réduction des pertes et du gaspillage alimentaire. Donc, c'est un projet qui est financé par la FAO, qui, suite à une demande de la ville d'Amman d'être accompagnée sur les questions de lutte contre le gaspillage alimentaire, donc a sollicité la municipalité de Milan, qui a une expérience assez avancée sur la réduction, la prévention du gaspillage alimentaire, et également le recyclage des déchets alimentaires. Donc a fait cette demande auprès de Milan d'appuyer, au travers de l'échange d'expériences, le renforcement de compétences des agents et élus de la municipalité de Amman, en Jordanie, pour travailler sur ces questions-là. Donc, enfin, nous, en tant qu'en tout cas, Let's Food, on intervient aussi pour les accompagner et faciliter, animer cette coopération. Et l'objectif également est de réaliser un diagnostic du gaspillage alimentaire à Amman, en Jordanie, et de co-construire avec les acteurs du territoire et la municipalité une stratégie de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc à Amman, en quelques mots, parce que c'est une ville qu'on a eu l'occasion d'étudier dans le cadre d'un projet précédent l'année dernière avec la FAO. Euh, la ville d'Amman rencontre différents enjeux en lien avec la durabilité de son système alimentaire.
vis-à-vis du gaspillage alimentaire. C'est quelque chose qui est particulièrement remonté du fait notamment des pertes qui ont lieu sur le maillon de la distribution alimentaire. Donc, ils ont identifié de vrais enjeux sur leur marché de gros et sur les marchés de détail, avec des pertes assez importantes du fait des différents vecteurs que j'ai pu vous lister tout à l'heure, qui peuvent être des conditions de stockage pas forcément adéquates, des manutentions parfois brutales, une gestion des stocks pas optimale. Donc ça, ce sont simplement des observations qui ont été faites, mais aujourd'hui, il y a besoin vraiment de documenter, de diagnostiquer ce gaspillage alimentaire à l'échelle des marchés de gros et au détail, et notamment travailler avec le conseil de gestion du marché de gros, qui est un conseil, une instance de gouvernance du marché de gros, qui permet déjà d'interagir avec l'ensemble des commerçants et des parties prenantes du marché. Donc essayer de travailler avec eux sur les questions de gaspillage alimentaire. Donc bien sûr, ça c'est juste un zoom, le zoom qu'on connaît déjà sur l'aspect marché, mais l'objectif de ce projet-là, ça va être aussi d'aller voir plus loin, d'aller regarder le gaspillage alimentaire à l'échelle des autres maillons de la chaîne alimentaire, mais aussi d'élargir sur la durabilité du système alimentaire de la ville d'Amman au sens large. Donc il y a un engagement politique assez fort sur ces questions à Amman. On aura l'occasion de partager certains éléments sur nos réseaux sociaux par la suite. Si ça vous intéresse de suivre le projet, vous pourrez le suivre par ce biais-là. Voilà pour Aman de ce que je peux en dire aujourd'hui. Pas dire beaucoup plus que docteur Mervat, mais en tout cas, en quelques mots. Oui, c'est dommage parce qu'effectivement, docteur Mervette avait préparé toute une présentation, mais c'est pas grave. Merci Louison d'avoir fait un petit récapitulatif de notre projet, en tout cas de coopération. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants, ceux qui sont présents? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole dans la langue qui vous convient? Parmi ceux qui ont présenté leurs initiatives, est-ce qu'il y en a qui souhaitent détailler un petit peu ce qui est fait? Donc, c'était surtout des initiatives en France, mais pas que, Mensa Civica. Je vais vous laisser le temps, si vous souhaitez, de prendre la parole. Je vais peut-être reposer deux questions à nos intervenants. Peut-être si vous pouvez nous dire quelle est la clé enfin, une des clés ou quelques clés de succès selon vous. Peut-être nous parler de vos financeurs pour que ça donne une idée aussi de qui sont les financeurs et si d'autres initiatives souhaitent répliquer, où est-ce qu'elles peuvent, à qui elles peuvent s'adresser. Euh, et en troisième point, peut-être si vous deviez, si vous vouliez construire une coopération demain, quels seraient vos besoins, sur quoi vous souhaiteriez échanger avec des territoires bah, ou d'autres villes dans votre pays ou des villes dans d'autres pays. Est-ce que peut-être, Mélissa, vous pouvez nous faire un premier retour sur ces questions-là? Donc Mhm. les leviers de succès, et les financeurs et des besoins en coopération. En fait, là, actuellement, le financement se fait avec les moyens du bord, en fait. C'est avec les moyens des établissements. Donc, on choisit, en fait, les plus enfin, motivés et qui ont un budget. Comme je vous ai dit, en fait, il y a pas, on n'octroie pas un énorme budget parce qu'en fait, on met en place en fait, c'est plus de la main-d'œuvre dont on a besoin, hein, parce qu'on récupère des palettes usagées, donc c'est un déchet qu'on valorise et on met en place des composteurs. Et pour la fraction sèche, on ne l'achète pas, donc on les récupère au niveau des menuiseries pour la sciure de bois et des huileries, surtout là actuellement avec la saison liécole, donc c'est des quantités impressionnantes de grignons. Donc c'est déjà
écologiquement parlant, c'est un réel danger pour l'environnement. Donc, on les récupère au niveau des huileries. Donc, oui, les financements. En fait, il faut savoir aussi que notre travail, on le fait aussi au niveau des villages, des quartiers, etc. Donc, on met en place un- une sorte d'un nouveau schéma de gestion donc, qui est basé sur le tri et la valorisation in situ, donc sur place de la fraction organique par compostage. Donc le stockage et la commercialisation de la fraction recyclable qui représente donc 20%. Et puis la fraction qui est le vrai déchet, on la laisse en fait pour les services de la commune. Donc oui, actuellement, on n'a pas de financeur ni rien du tout. Donc on fait vraiment avec les moyens du bord et en fait les moyens des comités de village, des comités de quartier, etc. Donc non, nous n'avons pas de financeur. Et peut-être sur vos besoins en coopération, parce que est-ce que c'est justement avec des financements et une coopération que vous pourriez peut-être aller plus loin? Effectivement, donc oui, avec des coopérations etc., on peut en fait élargir notre en fait, nos régions d'études, parce que là, en fait, on se limite vraiment aux villages ou aux régions qui sont vraiment en difficulté et qui n'ont vraiment plus de solution pour gérer leurs déchets, donc, qui ont forcément les moyens pour, en fait, mettre en place ce schéma de gestion. Mais sinon, si, euh, si on avait les moyens, en fait, si on avait des financeurs, on pourrait, en fait, élargir notre champ enfin, nos régions d'études. Et peut-être dernière question avant de faire une mini pause pour les interprètes et de poser la question à Monsieur Deliu sur vos liens avec la collectivité. Alors en fait, nous, on est une équipe à l'université, donc et on a quand même fait, on va dire entre guillemets nos preuves, enfin de par, en fait le travail, il a commencé depuis des années quand même, depuis 2011, si on peut dire ça comme ça, 2011-2012. Donc oui, en fait les collectivités, parfois ils font face à un mur, en fait, ils n'ont plus de solution, ils n'ont plus enfin, de solution à apporter. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est vrai que l'Algérie, on n'est pas un pays pollueur, mais on a un réel problème de déchets, de gestion des déchets. Donc, il y a une mauvaise organisation et plus de la moitié du budget communal, en fait, des communes est alloué à cette mauvaise gestion qui consiste donc à la collecte en mélange des déchets et l'acheminement vers des CET. Et parfois, et comme vous le savez, les CET, c'est une solution qui n'est pas durable. Donc, la saturation, elle se fait rapidement, ce qui donne en fait la prolifération des décharges sauvages non contrôlées, des déchets qui jonchent les routes, etc. Et en fait, ils ne trouvent pas de solution. Et de là, en fait, ils nous contactent à l'université et ils nous demandent si on peut éventuellement apporter des solutions ou autres et tout. Donc, c'est les collectivités qui sont en situation de crise qui nous font, en fait, qui font appel à nous. Mais alors, après, c'est pas toutes les collectivités qui sont réceptives parce que celles qui sont un peu, enfin, financièrement à l'aise et qui n'ont pas ce problème-là de déchets, ben, ça les intéresse pas forcément de travailler. Donc oui, en fait, c'est plus les collectivités qui n'ont pas forcément, en fait, parce que le budget, il est différent d'une collectivité à une autre, donc d'une commune à une autre. Donc oui, enfin, généraliser, c'est un peu compliqué dans le sens où ce n'est pas tout le monde qui est en situation de crise, mais en même temps, pour les collectivités qui sont quand même pas mal, sur 1500, sur 67, pardon, communes qu'il y a en fait dans la région de la Kabylie à Tizi Ouzou, donc plus d'une trentaine, ils ont vraiment du mal à gérer leurs déchets. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais, mais oui, voilà. Si, si, très bien. Merci beaucoup. Ok, très bien. Euh, merci beaucoup. On va prendre 3 minutes. Ok, Est-ce que si certains ont des questions à poser à nos intervenants ou souhaitent intervenir, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Merci beaucoup, Mélissa. Et je on vous en revient prie. vers vous. Ok, très bien, parfait.
Bon, je pense on va reprendre et terminer peut-être avec une dernière question. Donc les mêmes questions pour Louis. Euh, quelques clés de succès peut-être. Nous dire comment vous financez le projet et quels seraient vos besoins en termes de coopération, votre lien avec la collectivité, toutes ces questions. Je vous laisse nous faire ce retour-là. Est-ce que Louise, vous m'entendez? Sorry, Ouais. I do not hear the translation in English. Ah, no problem. Okay. So Do you want me I didn't understand the question. It is related with me. Yes. Uh, Pardon, je reprends en français. La question, c'est est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés de succès de votre projet si vous deviez en inspirer d'autres projets similaires ou donner à voir ce qui fonctionne le mieux? Peut-être les financements dont vous disposez et où est-ce que vous êtes allé les chercher? Et enfin, un projet de coopération qui pourrait vous être utile, avec qui vous souhaiteriez échanger. Sorry, Mrs. Sophie. I do not hear the translation here at my speakers. So I hear only the in French, Ah, est-ce and que nous... Did you I do select not understand. the English translation in the... Yeah, you have to see Uh, the English translation. You have to click on English in the interpretation. Sorry, but Est-ce que la traduction fonctionne de l'anglais en français? mm, Or maybe I can translate the question, but I want to make sure that you can okay, also translate should from English should to French. should be better. Donc, quelles sont les clés du succès pour vos initiatives? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Et la deuxième question portait sur les financements. Si vous pouvez nous expliquer d'où viennent les financements. Donc, le succès du projet Fresh Food, je l'attribue aux grandes quantités de nourriture qui est laissée au gaspillage. Donc, nous essayons vraiment d'établir une bonne relation avec les entreprises. Donc, pour nous, les dons de nourriture en Albanie, c'est quelque chose de récent, de nouveau. Habituellement, le premier réflexe, c'est de jeter la nourriture. Donc, on a beaucoup de travail à faire en termes de sensibilisation pour faire prendre conscience aux gens qu'il ne faut pas laisser perdre toute cette quantité de nourriture, qu'il y a d'autres moyens. Alors, ma première clé du succès, c'est la relation avec les entreprises, je dirais. Alors, comment faire en sorte de créer cette relation et surtout de la stabiliser? Ça, c'est une autre question. Alors, sur la question du financement, nous avons des ONG qui sont nos partenaires basés à Tirana qui nous soutiennent depuis des années. Alors ça, c'est vrai que c'est très important d'avoir cet appui. Nous, à la Banque alimentaire d'Albanie, nous faisons partie d'un réseau de banques alimentaires européennes. Mais c'est récent, c'est depuis 2023, donc on n'a qu'une année de recul de participation à cette fédération. Nous avons
quelques financeurs, mais c'est plutôt des petits montants et ils nous aident dans des questions logistiques. Pardon. Est-ce que vous avez la traduction? Can you understand me? Do you have the translation in English? Uh, no, sorry. Donc, vous avez mis en place un projet de coopération avec les Pays-Bas. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est du lien avec les autorités locales, avec la ville? Ah oui, nous soutenons 6 soupes populaires dans la région de Tirana. Donc, comme je l'ai dit, la plupart des produits frais vont dans ces soupes populaires. Mais pour les autres questions, comme je vous ai dit, la TVA, là, nous sommes vraiment au début de cet aspect. Et donc, nous n'avons pas encore entamé de collaboration dans ce domaine. Donc, on aurait besoin de lobbies, de groupes de pression qui pourraient nous aider dans ce domaine-là pour nous aider à atteindre notre objectif, pour faire changer la loi sur la TVA. Merci beaucoup pour vos questions, pour vos réponses, pardon. Je repasse au français. Merci beaucoup. Je repasse en Merci. français. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On s'excuse encore pour l'absence de la collectivité d'Amman. C'est bien dommage. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions de la part des participants? Est-ce que, euh, est-ce que Mélissa ou Louis, vous voulez ajouter quelque chose? Do you want to add something? Si vous avez d'autres questions, je peux y répondre. Mm, Le principal pour notre activité, c'est d'améliorer la situation en Albanie. Voilà. Nous espérons vraiment que le gouvernement changera la loi en ce qui concerne les donations d'alimentation par rapport à la TVA, comme je l'ai expliqué. Merci beaucoup. Mélissa, vous voulez conclure également? Oui, bah oui, le mot de la fin, je dirais, ben, on continuera quand même à travailler sur le terrain et nous espérons généraliser ce qu'on fait sur tout le territoire, que ce soit de notre région ou pourquoi pas national et tous les pays en voie de développement, parce que en fait, le problème est le même un peu partout. Donc, euh, donc voilà. Et merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on partage ce constat et d'où le fait de faire des échanges d'expériences parce que les problématiques sont similaires et qu'il y a sûrement Il y a, des choses il à y a tellement partager. de choses à dire qu'on ne sait plus où s'arrêter ou quoi dire Mm. essentiellement. Mm. Bon, en tout Désolée. cas, bravo pour votre engagement et pour ces initiatives. Euh, pour conclure de notre côté, donc à la suite des webinaires, donc c'est un projet qu'on porte nous sans financement. Là, c'est pour valoriser des projets qu'on a pu mener par ailleurs. On va essayer, avec le temps dont on dispose, d'en faire un livrable final qui sera qui constitueront des pistes pour des stratégies alimentaires territoriales en Méditerranée, donc qui reprendront un peu les notes de ces webinaires via des récits d'acteurs, donc reprendre un peu ce que nous ont présenté nos intervenants. Voilà, donc on se retrouve pour le prochain webinaire qui aura lieu en avril. Je pense que c'est le 17 avril. On n'a pas changé la date, mais on la changera
enfin, de toute façon, vous verrez les informations sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter si vous... mars, pardon, 13 mars. Pas du tout. C'est moi, la bonne date, c'est celle du 13 mars. Euh, N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rentrer en contact avec des initiatives pour faire de la coopération. Si vous cherchez des financeurs en Méditerranée, on avait aussi fait un certain recensement. Ou n'hésitez pas à faire connaître votre projet sur la plateforme Let's Food Ideas. Donc, comme je le disais, on essaie de traduire en anglais et espagnol pour que les initiatives soient le plus diffusées possible et le plus accessible pour tous. Merci beaucoup à nos interprètes et merci beaucoup à nos intervenants et merci beaucoup à vous d'avoir été présents aujourd'hui. On se retrouve le 13 mars pour le quatrième webinaire, Produire une alimentation locale de qualité. Très bonne fin de Merci. journée et à bientôt.